Salut Jérôme, ça me fait plaisir de te recevoir sur ma chaîne. Eh ben, moi aussi, content de discuter avec toi. On a fait connaissance il n'y a pas longtemps, là justement, c'était autour des sujets de IA, robotique, et j'ai vu que tu étais, en plus d'être un passionné comme moi je suis, un connaisseur précis de ces domaines, dans la mesure où tu as déjà travaillé sur différents sujets. Donc je vais te Et laisser je te continue. présenter rapidement en trois phrases sur ton background. Bon, en résumé, Jérôme Fortias, j'ai commencé dans le domaine de la vision, plutôt appliquée d'ailleurs dans le domaine militaire, mais pas que dans les années 90, au début des années 90. Dernièrement, en 2015, entre 2014 et 2018, j'étais le boss du lab d'intelligence artificielle de Soprasteria sur Bruxelles. Et depuis, j'ai monté une structure qui s'appelle Nexai, qui fait de l'IA spécialisée dans tout ce qui est intelligence distribuée. Qu'est-ce que toi tu pourrais nous apporter sur les connaissances en IA? Sur la France, il y a des personnes au niveau média comme Aurélie Jean qui écrit d'excellents livres et qui connaît le sujet. Bon, après, on a d'autres personnes plus discutables. On a aussi des personnes comme Cédric Villani qui a quand même un joli bagage ou qui sont quand même très intéressants. Maintenant, moi, ce que je peux apporter, bah, en fait, moi, je pratique l'IA au quotidien. J'essaie de développer des logiciels. Donc, 2023 a été une année complexe, un peu désespérante pour plein de professionnels de l'intelligence artificielle parce que trop de bullshit, trop de délire, trop d'hallucinations, si on fait référence par exemple à ChatGPT. Et donc moi, ce que j'essaie d'apporter, c'est juste des éléments plus concrets, de mettre en perspective avec l'histoire de l'IA, les vraies pratiques, et casser un peu le mythe et le bullshit, tout en permettant aux gens de rêver mieux, parce qu'il y a de belles choses à rêver. Justement, c'est ça dont je voulais vraiment parler. Moi, je suis un grand rêveur sur ces sujets. À court terme, il n'y a pas de solution magique pour toi, et notamment sur la robotique. Bah oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. C'est d'abord moi qui ai vu ta vidéo sur le robot Optimus de Tesla et en réaction, et pas du tout contre toi d'ailleurs, hein, je tiens tout de suite à te le dire, je me suis dit non, mais je vais expliquer. Donc l'idée, c'est juste, alors c'est difficile parce que je veux pas casser le rêve des gens, je veux pas casser tes rêves. Mais quand j'ai vu ta vidéo, j'ai trouvé ça, oui, Optimus, c'est fantastique, mais le problème de robots qui seraient comme dans le film iRobot dans nos rues en train de marcher à côté de nous est tellement complexe que j'ai voulu expliquer ça. Donc pas vraiment casser, c'est plutôt dire ouais, il faut rêver, mais il faut être lucide aussi. Et j'essaie de, en fait, c'est pour ça qu'on discute ensemble. J'essaie de pas casser non plus les non praticiens parce que sinon je vais devenir un vieux con et j'en suis pas loin. Donc je le sais bien. Donc Alors, les youtubeurs mainstream disent que Elon Musk est un petit peu le meneur, on va dire, actuellement, parce que quand je dis meneur, c'est loin d'être le plus connaisseur ou qui aurait le plus d'ancienneté dans le domaine, bien au contraire. Par contre, c'est la première figure vraiment visible du grand public qui montre un robot humanoïde. Je rappelle qu'il y a énormément de robots qui ont existé depuis des années, tu pourras nous en parler aussi, et là, c'est la première fois, on a l'impression que le grand public découvre ce qu'est un robot humanoïde. Je te demanderais déjà, quelles sont selon toi les limites de ce robot, même à horizon de 2 3 ans, dans la mesure où actuellement on sait que Elon Musk, lui dans sa tête, il se rêve en un robot qui remplace les êtres humains dans toutes les tâches physiques et manuelles. alors, d'abord, on va revenir sur Elon Musk très rapidement. Le génie d'Elon Musk, c'est de repenser l'industrialisation. Les robots humanoïdes, tu as des gens comme Boston Dynamics, tu as eu Honda au début des années 2000 avec le robot Asimo. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'acteurs qui ont travaillé, y compris Aldébaran en France avec le robot Nao. Moi, j'ai travaillé sur ces robots-là. Et donc, Elon Musk a eu le génie, et là, je parle réellement de génie qui n'est pas un génie technologique, mais de repenser l'industrialisation avec un robot très humanoïde. Alors ça, Elon Musk, il a tout compris. Concernant maintenant ces robots, en fait, comment dire, c'est beaucoup plus complexe que de voir un robot plier du linge sur une table à repasser. Déjà, on ne connaît pas le contexte de l'expérience. Est-ce que le linge a été jeté tel quel? Le robot a reconnu où se trouvait le linge, où l'attraper? Parce que si tu as un tissu noir sur un pli noir avec un autre pli noir, c'est pas facile en termes de vision artificielle pour pouvoir détecter là où on doit prendre le linge. On n'a pas du tout le contexte et les éléments de cette expérience-là.
Donc ça, c'est juste une modalité. Et tu sais, sur une de tes vidéos sur ta chaîne, tu avais montré un robot qui assistait les gens dans une cuisine en faisant plein de manipulations. Mais chaque geste technique, c'est un geste métier. Pour nous, les humains, on les a appris quand on était enfant et en grandissant, on ne se rend pas compte de l'effort qu'il faut pour apprendre ça. Et c'est pour ça que sur la base de ce qui m'est montré et les publications scientifiques et techniques qu'on peut lire, pour l'instant, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si le robot d'Elon Musk va débarquer dans nos foyers dans 2, 3 ans ou dans 10 ou 15 ans, voire plus. Alors sur le pliage du t-shirt par le robot Optimus de Tesla, c'est pas du tout une tâche autonome qui est effectuée, ça c'est Elon Musk qui le dit. Et après, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit aussi, et ça se voit en effet un peu sur la vidéo, qu'à côté il y a quelqu'un qui guide avec des gants, tu sais, des gants pour capter en VR, et qui refait la tâche en parallèle comme si le robot répétait exactement le même geste qu'on lui dit de faire, ou sinon il a été juste préenregistré. Mais en tout cas, Elon Musk revendique lui-même qu'il n'est pas du tout autonome sur cette tâche, hein. Il l'a fait parce que le t-shirt est à cet endroit-là, le panier est à cet endroit-là, la table est à cet endroit-là, et lui, il est devant ces objets avec un angle bien précis pour pouvoir les attraper, tel qu'il a été préenregistré ou en temps réel. Bah, c'est là où c'est vachement intéressant. J'avoue que moi, j'ai pas creusé plus que ça parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Comme je t'ai dit, moi, je bosse dans l'IA, donc j'ai du travail d'abord. Le YouTube, c'est pour le fun. Mais si je prends cette info que tu viens de me donner, il y a deux lectures possibles. Soit les gens qui comprennent pas le sujet, ils vont penser que c'est que du bullshit. Et c'est pas vrai non plus. L'autre interprétation, c'est qu'Elon Musk, il voulait montrer la dextérité de son robot. Donc, c'est ces fameux capteurs qu'il a mis sur les doigts dans son robot. Absolument. Et en soi, c'est déjà impressionnant. Et c'est tout le problème que j'ai avec Elon Musk, c'est qu'il y a des choses waouh. À la fois, il joue sur le bling bling, une lecture grand public. Après, quand on creuse, ce que j'ai pas fait sur ce robot précisant, parce que moi, ce qui m'a intéressé dans la vidéo que j'ai fait, c'est d'écrire tous les aspects qui définissent la complexité de ce type de robot. Donc, merci pour l'info. Mais, mais voilà, donc on a un mélange de bullshit associé à des choses qui sont vraiment intéressantes, mais il faut connaître le domaine pour savoir ce que c'est. L'appréhension avec deux mains, donc dans une des vidéos que j'avais fait, j'avais parlé des bras bioniques utilisés pour les humains, mais là, il s'agit d'avoir deux mains qui manipulent, qui font l'objet. Et même si ça a été téléopéré avec des gants, ce qui veut dire que tout le processus de regarder, de comprendre le problème, de transformer, donc de trouver une solution et de transformer ça en geste pour le robot, donc ça, c'est un travail énorme qui n'est pas fait pour l'instant. Donc on perd déjà quelques années avant d'avoir ces robots-là chez nous. Ok. Cette opération, c'est déjà en soi intéressant et c'est déjà en soi un progrès. Mais par contre, ça montre aussi l'immense chemin qui reste à faire. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, il y a une route abyssale. Un des moyens de la voir, cette route abyssale, c'est justement sur l'autre produit que fait Elon Musk, qui là est déjà en vente, qui est les voitures Tesla. Euh, Ouais, Tout le monde, enfin, alors justement, j'aimerais bien ton avis là-dessus. Il y a des personnes pour lesquelles la conduite autonome, donc il y a plusieurs niveaux, tu vas nous rappeler ce que c'est chacun des niveaux, et la conduite autonome du niveau maximum 5, me semble-t-il, est loin d'être atteinte. Parce que on imagine bien que tu mets une Tesla au milieu de la place de l'Étoile à Paris, là où tu as des voitures qui circulent comme des folles, où il n'y a pas du tout de repères par rapport aux panneaux de signalisation, mais il faut vraiment être regardé comment les gens agissent et tout. Elle est perdue, cette intelligence artificielle de Tesla, à cet endroit-là. Et ça, c'est des situations qui arrivent dans la vie de tous les jours très souvent. Quelle est ton opinion sur ce point? alors concernant les voitures autonomes, moi je me rappelle qu'en 2018, en particulier sur LinkedIn où je suis très actif, il y avait des gens qui nous annonçaient des voitures autonomes partout pour 2022. On est en 2024, moi j'en ai toujours pas vu à Bruxelles. Alors peut-être qu'en Belgique on est un peu plus lent qu'en France. Je pratique l'autodérision, c'est de l'humour belge. Mais en fait, ce que je vois, c'est que il y a de plus en plus de voitures qui intègrent des comportements autonomes. Et c'était un peu ce que j'avais annoncé à l'époque, c'est que faciliter le travail du conducteur, c'est une chose. Par exemple, sur l'autoroute, c'est assez facile et c'est agréable pour le conducteur. Maintenant, quel est l'avantage d'une voiture entièrement autonome? On perd le plaisir de la conduite. Et c'est pas pour rien que quand on était môme, on avait des petites voitures parce qu'on aime conduire aussi. Il faut pas oublier ça. Il y a l'aspect complexité. Moi, je vais plus à Paris parce que même pour moi, conduire à Paris, c'est quelque chose de suicidaire. Je n'y vais pas, c'est trop dangereux. Donc, c'est d'une telle complexité que pour moi, je pense que, un, il n'y a pas d'utilité, d'intérêt économique à avoir des voitures complètement autonomes, et que deux,
c'est tellement complexe que à quoi ça sert, quoi? Donc, pour moi, la voiture autonome, c'était une plateforme de recherche incroyable, géniale, qui va d'ailleurs aider le développement des robots humanoïdes comme Optimus, mais pas plus. Je ne crois pas à la voiture 100 autonome partout dans nos rues. Alors Pas de pour moi, il y possibilité. a non, parce que c'est pas qu'une question technologique, c'est aussi une question de contrat social. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus isolés et déconnectés. Et moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'à un moment, on va pas atteindre un niveau qui fait que les gens vont se rebeller contre cette surtechnologie. Il y a une Ah, différence intéressant, entre très intéressant comme argument. Développe un peu. bah, tout simplement, c'est qu'il y a un rapport qui est émis tous les 4 ans par la CIA, et dans le dernier rapport qu'ils ont fait, ils ont parlé du développement de tous les troubles psychiatriques. Regarde déjà ce qui se passe au niveau des smartphones et de tout ce que ça a généré, ou des réseaux sociaux. Ça Bah, crée de notamment, on pointe l'agressivité. du doigt aujourd'hui, c'est TikTok en particulier, hein. Bah, forcément, TikTok, comme par hasard, les Chinois limitent leur usage en Chine, mais on peut faire toutes les conneries qu'on veut à l'étranger. Est-ce qu'il n'y a pas même des Et c'est intentions surtout pour quasiment la vague géostratégiques? de la jeunesse qui, elle, malheureusement, peut être perturbée au lieu de suivre justement un processus de choses pédagogiques, peut s'engluer dans des choses stériles à passer, à scroller sur les Oui, TikTok. une fabrique à crétins. Et si on revient aux histoires de voitures, moi je pense souvent que l'IA, qui est ma passion, est souvent utilisée pour faire peur aux gens et pour maintenir une sorte de fantasme et pour survendre la puissance de l'IA. Regarde, on a parlé, est-ce que l'IA va remplacer les développeurs? Alors moi, dans ma pratique, c'est vrai que je peux me passer de junior en utilisant ChatGPT pour produire du code. Par contre, quand on utilise trop ça, et il y a une étude qui est sortie dernièrement au MIT qui explique bien ça, on ne fait que creuser la dette technique. C'est-à-dire qu'on crée une sorte de façade où on augmente la productivité au détriment de la qualité. Sauf qu'il y a un moment, comme pour l'alimentaire, quand la qualité devient trop basse, ça pose un problème de santé. Au niveau d'un système informatique, ça pose un problème de fiabilité des systèmes informatiques. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut jamais sous-estimer la qualité de l'intelligence humaine, même du mec le plus bête de la Terre. Aujourd'hui, Optimus, il n'est pas capable de faire ce qu'est capable de faire l'une des personnes les plus bêtes de la Terre. D'un point de vue mécanique, d'un point de vue de déplacement. C'est-à-dire que cette personne-là, l'humain, est déjà beaucoup plus autonome qu'un robot. Et donc, je pense qu'il y a une part de mythologie qui nous masque les possibilités qui, elles, sont des réels progrès. Est-ce que selon toi, on va sur une symbiose, c'est-à-dire que l'IA va se rapprocher de notre cerveau et faire de nous des êtres plus évolués, ou est-ce que on va vers un scénario où l'IA se met à notre place et nous remplace? Alors, je crois que ça va se faire en 2 temps. Par exemple, dans le cas de ChatGPT, il y a une société en France qui avait annoncé qu'elle licenciait une partie des personnes pour remplacer, ces personnes par ChatGPT. Je pense que comme toute transition, et je pense qu'on l'a vérifié dans le passé, dans l'histoire industrielle, des sociétés modernes, on a une phase d'abord de remplacement partiel. Donc on va automatiser, remplacer certaines fonctions. Puis après, on a une phase où les humains, grâce aux mêmes outils, peuvent aller plus loin. Ça veut dire que si tu prends ChatGPT, l'IA ou des choses comme ça ne peut faire du remplacement que à isosystème, si tu ne changes pas le système. Mais si tu as un élément de révolution industrielle, tu changes le système, tu le fais progresser. Et qu'est-ce qui va passer? Eh ben, on va recréer de nouvelles choses, on va aller plus loin et on va recréer de la croissance et de la dynamique où l'humain va reprendre l'avantage. En gros, l'IA, c'est un peu comme un marchepied, mais avec un risque. Alors, je crois que c'est le prix Nobel Jean Tirole en 2014 ou en 2015 qui avait expliqué ça. Je l'avais entendu dans une interview. C'est qu'en fait, le risque, c'est de créer deux populations. Une population, par exemple, si on prend ChatGPT, qui utilise ChatGPT pour aller plus loin dans leurs recherches et dans leurs travaux. Moi, par exemple, j'ai un problème, je suis dyslexique. Bah, grâce à ChatGPT, je peux écrire des articles sans faire de catastrophe d'un point de vue lisibilité, tu vois, c'est grâce à ChatGPT. Moi, je produis mon article, puis après, je le fais rewriter par ChatGPT. C'est génial, j'ai plus besoin d'intermédiaire. Donc ça, c'est un premier niveau d'utilisation. Et puis après, il y a ceux qui vont utiliser ChatGPT pour bullshiter leur travail. Le risque, c'est qu'ils seront remplaçables. J'ai le cas, moi, avec un étudiant qui a fait un mémoire génial. En fait, il l'avait totalement bidonné avec ChatGPT et avec un peu de plagiat. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai détecté. C'est-à-dire que tu as le mec, il a un mémoire intéressant, tu discutes avec lui, il est con comme... J'allais dire, d'accord, il est pas très intelligent. Voilà. Bah, qu'est-ce que tu fais? Le gars, en fait, il
il est monté artificiellement à un niveau et après il s'est écroulé. Pour revenir sur ton idée qu'on utilise l'IA en tant que marchepied, à ceux qui disent justement les développeurs peuvent être remplacés, moi je leur dis clairement pas, dans la mesure où l'IA, et si on regarde aujourd'hui ChatGPT, c'est clairement quelque chose qui va t'aider à faire un embryon de code, à commencer à générer une structure de code, à t'aider éventuellement à débugger, mais si tu le laisses tout faire, tu as un programme qui est absolument pas maîtrisé et clairement, là, tu es à la merci de nombreux bugs imprévus et de comportements erratiques. Donc Et clairement, bah, le tu vois, développeur en a besoin. Simplement, il a un outil pour gagner du temps. ouais, oui, oui, tout à fait. Moi, je vois par exemple ce que fait Copilot de chez Microsoft et l'intégration de tout ce qu'il y a génératif dans les outils Microsoft. Personnellement, je les utilise, c'est vachement bien foutu. Ça, c'est D'ailleurs, un vrai plus. Copilot, justement, pour toi, c'est parce que moi, j'avais commencé à l'utiliser. C'est quelque chose qui est du niveau vraiment de ChatGPT 4. Et est-ce que tu préfères celui-ci donc à d'autres concurrents comme Claude par Honnêtement, exemple? ouais, non, en fait, alors c'est tout le paradoxe, je suis convaincu que Google a la meilleure stratégie à moyen terme sur ce type de sujet. Et paradoxalement, aujourd'hui, je me pose pas trop, c'est-à-dire pour moi, c'est équivalent et surtout, je pense que peut-être derrière Copilot et les produits Microsoft à ChatGPT, ce que je vois, moi, c'est que j'utilise aussi bien l'un et l'autre pour m'aider pour faire du code et que ça marche assez bien, c'est intéressant. Par exemple, le truc vachement rigolo, si tu veux produire du Python pour faire du machine learning, du deep learning, mais aussi utiliser des algorithmes plus anciens, par exemple tout ce qui vient de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique, celle des années 80-90, et même dans des langages comme le Prolog, eh ben ça marche vachement bien, ça marche vachement bien. Donc en fait, c'est un outil, c'est un modèle, moi j'appelle pas ça réellement une IA, qui en plus peut aider les gens à faire de l'IA. Je trouve ça pour ça vachement intéressant. C'est-à-dire tu gagnes du temps. Tu veux faire un RNN, tu veux faire un LSTM, tu veux faire des transformers. Franchement, c'est beaucoup plus rapide avec ce type d'outil. Mais c'est pas parce que tu maîtrises l'outil, que tu produis le code, que tu vas faire une solution intelligente. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que là encore, tu peux avoir l'illusion de faire de l'IA quand tu utilises ce genre d'outil, mais si tu comprends pas les tenants, les aboutissants et les bonnes pratiques en IA, bah, tu vas produire quand même de la merde. C'est juste que le niveau de merde sera un peu plus élevé. Ça veut dire qu'en gros, tu auras quelque chose qui paraît bien, mais en final, ça sera pas bien. D'où l'étude du MIT qui confirme ce que tu ressentais, hein. C'est en fait le fait que ça produit de la dette technique. Ça veut dire que c'est bien, mais ça produit aussi des choses qui sont pas fantastiques, qui peuvent créer des défauts. Il y a quelque chose, moi, qui m'a choqué, c'est le nombre de personnes qui se sont mis à taper leurs questions, enfin, ou taper ou dicter leurs questions sur ChatGPT, au lieu de les taper dans Google. Enfin, moi, j'ai remarqué, j'ai fait le test, si tu veux, sur des requêtes de la vie de tous les jours. Genre, Ouais. où est l'aéroport le plus proche, à quelle heure il faut faire le coiffeur, enfin, ou des trucs même un peu plus pointus. Je suis désolé, mais Google, ça reste une référence absolue en termes de rapidité de réponse. ChatGPT, il va te raconter sa vie, il va te dire oui, merci, merci de m'avoir consulté, mais si, ceci, cela. Donc, effectivement, il faut savoir que, machin. Et il va te bullshiter, et à la fin, tu auras une réponse qui. Alors, en plus, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que quand tu l'interroges sur quelque chose qui est nulle part dans Google, très souvent, tu as de fortes chances qu'il ait halluciné la réponse et qu'elle soit complètement fausse. C'est-à-dire que certains disaient qu'il va y avoir une émergence, il y aura enfin, on pourra trouver comme s'il y avait une émergence de raisonnement. Moi, je dis qu'actuellement, on n'a pas du tout ça. Et je l'ai questionné sur des questions vraiment, pas des trucs de recherche compliqués, hein, vraiment de Hum. l'algorithmique, des choses assez logiques et assez simples, mais sur lesquelles personne n'avait posté sur Internet, donc il hallucine, il fait que des hallucinations, c'est-à-dire que des erreurs. Mais en fait, c'est simple. Il faut comprendre comment marche ChatGPT. Je sais pas si tu te rappelles, mais moi, je m'en rappelle qu'au lycée, parfois, j'avais un professeur, par exemple, en histoire ou en français, qui me posait une question. Et en fait, j'avais pas travaillé mon sujet. Mais en collant des morceaux dans ma mémoire de ceci qui se connectait, qui semblait se connecter avec Oui, un qui, autre qui truc, semblait faire un sens, et bah t'arrivais à bullshiter quelque chose. eh ben, ChatGPT, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une chercheuse qui s'appelle Emily Oui, qui a Blender dit un qui perroquet parle. stochastique. Exactement. Et c'est vachement intéressant. C'est en fait, plus tu gaves de data, plus tu augmentes la probabilité de trouver peut-être la bonne réponse. Quand tu fais une question sur Google, en fait, tu vas aller chercher une base de connaissances. ChatGPT, c'est pas une base de connaissances.
l'essai de reconstruire en temps réel une base de connaissances. Il n'y a pas de validation. Et c'est pour ça que moi, par exemple, au niveau de ma boîte, quand on utilise ChatGPT, en fait, on n'utilise jamais ChatGPT seul. On l'intègre toujours avec des outils. Par exemple, on va utiliser les API de Google pour vérifier que la réponse proposée par ChatGPT existe bien dans Google, par Ça exemple. c'est bien, ouais. En gros, c'est le principe, hein. Normalement, quand tu utilises un modèle, tu dois toujours utiliser d'autres algorithmes. Moi, j'ai un de mes juniors qui disait, de toute façon, s'il n'y a pas plusieurs algorithmes, c'est pas de l'IA. Bah, c'est vrai, et c'est vrai aussi pour ChatGPT. Donc, je suis Et est-ce que complètement tu d'accord avec penses que toi. ces agents conversationnels donc vont arriver à un plateau, puisque certains disaient que si tu rajoutes encore des tokens de profondeur de plus en plus, finalement, Oui. t'arrives pas du tout à générer des résultats de manière enfin l'augmentation de ChatGPT 5, 6, 7, on est sur une asymptote, on arrive à quelque chose qui va plus évoluer, enfin pour un certain temps. Eh ben, franchement, tu me scotches avec cette question, hein. Ouais, tu as complètement raison. Ça veut dire que on tend vers un asymptote, ça c'est inévitable, même si aujourd'hui ils complètent avec des petits blocs d'algorithmes de ceci, de cela, pour essayer de combler les trous et pouvoir un petit peu améliorer. Mais tu as complètement raison et alors, franchement, grand respect, big respect de ma part pour toi parce que la plupart des gens n'ont pas compris ça. Donc bravo. Là, sérieux, t'es Bah, beaucoup plus franchement, t'es plus doué en IA que sur les webcams. Je te vanne. cette pique. Bah, de toute façon, j'essaie en même temps de m'améliorer au fil de l'eau. Mais par contre, c'est vrai que moi, vraiment, je suis Ouais. passionné par ces innovations. Je sais pas si tu en as entendu parler, donc ce Rabbit Air One là. Cette Ouais. espèce de petit bloc orange qui Ouais, ressemble un peu à un j'ai vu. téléphone. Est-ce que tu en as entendu parler? Et si oui, j'ai Oui. quelques questions. Alors, j'ai entendu parler, j'ai regardé un peu la promesse, mais très, très, très rapidement. Voilà, donc Et tu avais j'ai vu un le ressenti. AI Pin, tu sais, ce truc, ce pins Oui, là que tu oui, mets sur le pareil, torse? mais pareil, pour moi, tout ça, en fait, Non, il non, y a mais un truc que justement, je suis sûrement d'accord avec toi, mais je veux ouais. juste savoir si tu les Ah, bah, connais parce que j'ai des je vais dire questions ce que j'en précises. pense. J'y crois pas. J'y crois pas et je t'explique Et est-ce pourquoi que j'y tu peux crois me pas. donner les trois arguments clés pour lesquels toi tu n'y crois pas et je te Ah dirai non, moi mon point de vue? non, alors c'est pas une question d'argument, c'est une question de principe. Quand tu es passé de la machine écrire au traitement de texte, c'était pas qu'un changement d'outil, c'était aussi un gain de fonctionnalité. C'est-à-dire qu'en plus de pouvoir écrire des lettres, tu étais capable de les corriger, tu étais capable de les sauvegarder, tu étais capable de faire des copier-coller. Ça veut dire que quand tu demandes à une population de changer son habitude, il faut qu'il y ait un delta, un différentiel qui récompense le changement d'habitude. Avec ce petit boîtier soi-disant de l'IA, aujourd'hui, dans mon smartphone, il y a plein d'IA. J'en ai plein. Donc pour moi, l'argument de l'IA sur ce type de boîtier, c'est une tentative d'être disruptif, sauf que ça ne sert à rien. Pareil, le truc PIN là, qui permettait d'éclairer sur sa main, mais on s'en tape. J'ai pas besoin d'un vidéoprojecteur comme écran. Les gens, ils sont attachés à ça, ils sont habitués. Il n'y a pas de différentiel suffisant pour changer nos habitudes. Donc on va imaginer que le téléphone mobile n'ait jamais été inventé et qu'on arrive tout d'un coup avec quelque chose de différent. Est-ce Ouais, qu'on pourrait adopter? C'est ça ma question. C'est-à-dire qu'en fait, pour résumer, hein, le Rabbit R1 et le AI Pin, ouais, l'idée c'est de plus d'avoir de la vision ou très peu d'images, mais principalement tu parles. Donc tu dis quelle heure il est, appelle-moi un Uber pour aller à tel aéroport, ouais. réserve-moi un billet pour ça, à quelle heure faut que je me couche ou faut que je me réveille demain. Voici le fonctionnement de ces agents, et, enfin ces petits boîtiers, et eux te répondent d'une manière vocale ou avec un petit affichage. Est-ce que ça, pour toi, ça a un sens? Alors, je vais être franc, je vais m'appuyer sur le peu de connaissances que j'ai en neurosciences. Je pense que le cortex visuel est prédominant dans tous les cas et que de toute manière, avoir une image, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est exactement ce Donc, que je pense aussi. voilà. Mais maintenant que je te connais un peu plus, ça m'étonne pas. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on sous-estime Écoute, regarde, moi, les matins, quand je prends le métro, régulièrement, j'ai des gens qui sont, enfin, j'ai 80% de la population qui est pliée sur son téléphone. Et c'est pas des imbéciles, il faut pas être condescendant avec ces personnes-là, hein. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des usages, tu as pas besoin de l'écran. Moi, quand j'ai mon truc, parfois je regarde YouTube, mais en fait je regarde pas. J'écoute YouTube parce que je mets des vidéos, j'écoute une conférence. T'as pas besoin de l'image. Sauf que la majorité des gens sont accros à l'image et c'est normal. C'est pour ça que toutes ces expérimentations, je les trouve intéressantes, un peu comme dans le domaine de l'art moderne. Si on expérimente des concepts, le concept est amusant, mais en fait, ça marchera pas selon moi. Je peux me tromper, hein, je dis pas avoir la vérité. Moi, mon ressenti, c'est que j'y crois pas. Pourquoi ces produits ont été faits, c'est absolument pas pour les vendre ni à toi,
ni à nos amis ou à qui que ce soit dans le Ouais. monde, à part trois clients, Google, Microsoft et Apple. Pourquoi? Bah parce qu'en fin de compte, ces produits, ils sont stupides, ils n'ont pas d'écran ou des écrans très basiques. Un Mmh. smartphone a un écran de bien meilleure qualité, donc tout ce qui suffit, c'est de mettre cette intelligence qui est un service supplémentaire, l'implémenter directement dans le smartphone. Et quand je dis ça, c'est principalement le côté un peu Mmh. majordome. Ça veut dire, enfin, t'as un assistant, t'as comme un secrétaire, quelqu'un qui est toujours disponible pour que tu lui dises réserve-moi un avion pour aller à tel endroit et l'hôtel et le machin, et il fait tout dans la foulée. C'est pas idiot en soi, mais c'est vrai qu'il faut que ce soit couplé avec un écran parce que tu as besoin quand même de valider visuellement, comme tu Mmh. dis, c'est hyper pratique que ça te liste l'avion, il va partir tel jour, l'hôtel il ressemblera à ça. Si tu vois rien, si le truc il te dit je t'ai juste tout pris, débrouille-toi, tu vas, j'ose pas Oui, imaginer où tu peux tomber quand tu mais là arrives à ton encore, hôtel quoi. là encore, j'ai des grands doutes. Tu sais pourquoi? Tu sais, moi, j'ai un assistant, je fais: «Hey Google, quelle heure il est?» Oui, mais ça, c'est vraiment un truc basique. Mais là, l'idée, c'est qu'il puisse te Voilà, non mais planifier plusieurs coups, mais des je requêtes à sais. plusieurs coups, comme organiser des vacances, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Mais en final, quand tu compares la facilité d'usage et la rapidité d'usage et le risque d'erreur, en final, ça, le smartphone où tu cliques sur ta date, et cetera, ça marche vachement vite. Ça fait depuis les années 90 qu'on a de la reconnaissance vocale. Ça fait 10 ans que la reconnaissance vocale, elle est en béton armé, c'est-à-dire qu'elle reconnaît tous les accents sans aucun problème. Pourquoi ça a jamais pris? Pourquoi les Google machin, les Alexa, et cetera, n'ont jamais réellement pris? Ben oui, justement, c'était la question que je voulais te poser aussi. Moi, j'ai Mais jamais acheté ni une enceinte connectée Alexa, ni Google, ni quoi que ce soit. Alors pourtant, je suis passionné de technologie, j'ai plein de oui, oui, produits, enfin, j'ai un casque VR, je regarde tout ce ouais. qui se passe. Et ça, jamais j'étais attiré, même moi en tant que technophile. J'aimerais ton avis là-dessus, justement. Alors, c'est tout ce qui est maison connectée. Mais parce que ça reste un marché pour les geeks et c'est pas péjoratif, hein. Ça veut dire qu'en fait, les gens, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'une maison avec une porte qui se ferme, où il fait chaud et où on est bien. Tout ça, l'IoT dans les frigos, hormis les aspects de cybersécurité où il y aurait beaucoup à rigoler et à dire, en fait, la plupart des gens n'ont pas besoin de ça. C'est amusant 5 minutes, mais on se lasse très vite. En fait, le problème de tous ces outils, c'est que la plupart, on se lasse très vite. Moi, j'ai par exemple un casque VR et j'ai fait aussi de la réalité augmentée. Tout le monde me disait: «Oui, on va tout faire en VR». J'ai passé 8 heures avec un casque VR. Tu finis avec un mal de tête incroyable et en fait, c'est utile pour certaines choses, mais pour d'autres, voilà, quand Meta est sorti, moi je disais: «Mais les métavers, arrêtez, ça va jamais marcher» et c'est planté parce que contrairement à ce qu'on croit, les humains sont quand même beaucoup plus, tu sais, c'est la pyramide de Maslow, et ben, sont beaucoup plus attachés aux éléments de base. Ils sont déjà, les premiers besoins sont les plus importants. Or, tous ces périphériques trop modernes sont du domaine du ludique. Ils sont en haut de la pyramide. Ils sont pas essentiels. Le Et smartphone est devenu essentiel parce qu'il est complet, parce qu'il stimule notre cortex visuel, parce qu'il nous apporte des opérations qui sont pas remplaçables par tous ces devices.